Oui, je sais, la tempête Nice, ça fait des ravages, mais moi j'ai 3 bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. J'ai même une 4e bonne nouvelle. Vous avez été plus de 210 000 personnes à télécharger le podcast de l'émission et on continue à progresser mois après mois. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, PIB par habitant. Vous allez voir, on a beaucoup parlé du fait que le PIB par habitant de l'Italie avait dépassé celui de la France. Quelles conséquences en tirer? La question macro, quels sont les pays qui vont tirer la croissance en 2026? On voit que ça tire très fort du côté des pays émergents, ça tire assez fort du côté des États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer en 2026? Le chiffre de la semaine, on va parler de l'emploi, on va parler de l'emploi aux États-Unis qui est sorti cette semaine, mais on va parler aussi de l'emploi en France avec le chiffre du chômage qui continue à progresser. En deuxième partie de l'émission, wow, la bourse. Ça décoiffe, parce que derrière les indices, on a l'impression que ça bouge pas tellement. Puis derrière, on appelle ça de la rotation sectorielle. Moi, j'ai envie de dire que c'est de la destruction sectorielle. On va en parler parce que c'est vraiment l'événement marquant de cette semaine sur la bourse et des semaines qui viennent de passer. Justement, dans ce contexte, quel placement privilégié, le top ou le flop? Comme d'habitude, et puis le top 3 des gérants pour 2026 et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, surtout dans ce climat exceptionnel, il faut des invités encore plus exceptionnels de semaine en semaine. J'ai le plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a les JO d'hiver, mais on n'a que des médailles d'or, des médailles d'argent et des médailles de bronze. Alors, elle, c'est la médaille d'or du triathlon économie, finance, marché. Valentine Hénouz, bonjour. Vous êtes responsable de la stratégie taux chez Amundi Institute. Bonjour. Médaille d'or, c'est pas mal. Merci, je suis flattée. Allez, on passe à la médaille d'argent. Il a passé une partie de l'année sur le podium des gérants 2025 pour finir deuxième de très peu, Frédéric. Ça s'est fait. Une journée de bourse. Bravo, Frédéric. Vous êtes co-responsable de gestion de portefeuille chez Mirabeau. Et on est bien content de vous avoir. Médaille de bronze maintenant. Elle nous a répété depuis des mois, même un peu plus que ça, qu'il fallait investir sur l'or, ce qui lui a permis ainsi de finir sur le podium des gérants. Bravo aussi, Céline. Céline Pickmal, vous êtes présidente de Pickmal Houghton Investment. Et là, vous nous aviez bien... là, on peut pas dire que... Et c'est pas la peine de nous dire, oui, mais vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a des invités qui me disent, oui, mais vous vous rappelez, il y a 1 an et demi, je vous avais dit que ça allait se passer. Non, vous nous l'avez dit, répété. Et puis, on a la médaille d'or des études, des éditos, notamment un édito passionnant dans les Échos de vendredi sur le déclassement français de différents directeurs généraux de Rex et Code. Et c'est marrant parce que le sujet de votre édito vendredi dans les Échos, c'est le mot de la semaine de l'émission et on s'était pas concerté. Et on n'a même pas fait exprès. J'ai envie de dire, les petits esprits comme les miens rencontrent les grands comme les vôtres. Allez, le mot de la semaine, PIB par habitant, justement. On en a beaucoup parlé dans les médias, l'Italie qui a dépassé la France sur le PIB par habitant. Et puis, on a vu des trucs, des commentaires, Denis, qui étaient un peu pas précis. C'est-à-dire, on disait, ah oui, mais le niveau de vie, donc, des Français est moins bon que le niveau de vie des Italiens. Et puis, on a parlé de pouvoir d'achat. Enfin, on a un peu tout mélangé. Ouais. Alors, on va essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. PIB par habitant, qu'est-ce que ça mesure? Alors, le PIB par habitant, donc, c'est vraiment la création de valeur ajoutée qu'il y a sur le territoire, rapporté donc à la population, PIB par habitant. C'est pas le niveau de vie, parce que cette valeur, en fait, après, elle va s'attribuer dans différentes dimensions. Une partie va s'affecter au déficit public, une partie l'essentiel va aller aux revenus des salariés, parce qu'il faut toujours garder comme représentation le PIB comme étant une triple identité. Le PIB, produit intérieur brut, c'est la somme de ce que l'on crée chaque année, des valeurs ajoutées que l'on crée chaque année. Cette valeur ajoutée, elle sert à quoi? Elle sert à distribuer du revenu. Du revenu sous forme revenus salariaux, sous forme d'excédent brut d'exploitation des entreprises et sous forme d'impôts, en particulier d'impôts sur la production. Et c'est parce qu'il y a ces revenus qu'ensuite on va les dépenser. On va les dépenser en consommation, en investissement, on va faire des échanges extérieurs et puis on va faire des dépenses publiques. Et donc il faut regarder chacun de ces 3 éléments. Le deuxième élément, celui qui est lié au revenu qui déclenche les dépenses, c'est quand on va regarder les dépenses qu'on va regarder le niveau de vie des et ça, c'est quand même différent, parce que nous, une partie de notre production, elle va par exemple au remboursement de notre dette. Oui, tout à fait, et puis c'est différent. Donc elle ne va pas dans le pouvoir d'achat. Oui, et parce que le niveau de vie, il est assuré certes par les services que vous achetez, par le salaire que vous
avez obtenu dans votre activité. Mais il y a aussi une partie de votre niveau de vie qui est conditionnelle aux services publics qui vous sont adressés. Le fait que, par exemple, on ne dépense pas sur de la santé, c'est pas une dépense qui est faite par les ménages, mais qui profite aux ménages. Et ça participe à leur niveau de vie, alors même que ça n'entre pas dans le salaire. Donc, c'est pour ça que niveau de vie et richesse, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, juste une précision, parce que c'est très important, les gens ne le savent pas. C'est très simple pour le secteur privé de calculer en fait la production. Hein. Ouais. Par contre, pour le secteur public, en fait, on prend simplement la rémunération. Exactement. Donc, ça veut dire qu'en gros, si on augmentait le nombre de fonctionnaires et on augmentait les salaires des fonctionnaires, on ferait grimper le PIB. On ferait grimper le PIB parce que c'est vrai des services publics en général et également de certaines activités de services où en fait, on va mesurer la valeur ajoutée à la hauteur de la rémunération que l'on verse aux salariés pour pouvoir réaliser ce service public. Il s'agisse d'un service public d'éducation, également pour le service de la défense. Pour le chiffrer, c'est le salaire. C'est le salaire, tout à fait. Ce qui est un peu absurde. Parce que ça veut dire que ça pousserait même à créer de la croissance de façon artificielle en augmentant notre service public. C'est pour ça qu'il faut bien regarder ce qu'il y a. Il ne faut pas s'arrêter à la seule lecture du PIB, mais bien en comprendre la composition, comment ce PIB se façonne, avec quel type de service on le fait. Si on regarde le classement de la France PIB par habitant, et si on enlève, parce que dans les classements, il y a des petits États, c'est pas du tout pour être péjoratif, mais il y a des États qui sont moins représentatifs, on voit que la France est déclassée année après année. Ça vous inspire quoi, Valentine ? Ça nous inspire. Pour moi, il y a quand même un vrai problème. Déjà, c'est qu'il y a un problème de gain de productivité en France. On n'investit pas assez en termes de recherche en développement. Aussi, on n'investit pas assez dans l'éducation. Il y a un déclin sur notre niveau d'éducation en France. Et puis après, il y a un manque de travail. Hein. Si on regarde le nombre d'heures travaillées par rapport à nos homologues européens. C'est ça qui explique en partie le déclassement de la France quand on calcule le PIB par habitant ? On regarde le problème de productivité et le problème est le manque de travail, le nombre d'heures travaillées. Alors, ce n'est pas ceux qui ne travaillent pas assez, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent. Hein. Si on regarde, il y a un taux de chômage qui est quand même assez élevé chez les jeunes et chez les seniors. Et après, autre point qui fâche, hein, la durée de vie de travail en France, elle est inférieure à celle que l'on a dans les autres pays européens. L'âge de départ, on retourne aux 63, 64 ans. Nos homologues européens, eux, ont pour beaucoup passé la barre des 65 ans pour l'âge de départ 67 à la retraite. Au Danemark, et ils prévoient 70 déjà. Exactement. Donc on est très très loin. Donc gain de productivité et manque de travail. Et puis il y a aussi cette dérive du budget de l'État. On voit que les dépenses de l'État ont favorisé les dépenses de consommation aux dépens des dépenses d'investissement et d'éducation. Donc ça a aussi contribué aussi à cette détérioration du PIB par habitant. Pourquoi on n'arrive pas à avoir un classement j'ai regardé pour savoir combien on était classé, 25e, 26e, 26e, c'est jamais les mêmes classements. Pourquoi c'est aussi imparfait et comment vous expliquez, au-delà de ce que vient de dire Valentine, Denis, le déclassement régulier et progressif de la France ? Oui, alors, est-ce qu'on va regarder le PIB en euros courants ? Est-ce qu'on va regarder le PIB en corrigeant des écarts de prix ? Parce que les prix relatifs peuvent se déformer d'un pays à l'autre. Et puis, in fine, pour compléter sur ce qu'évoque Valentine, je pense que ce qui est important... Parce que c'était pas complet. Hein, si, mais justement... C'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est vous qui me le faites dire. Mais vous le pensiez très fort. Voilà. Non, mais pour compléter, je pense que c'est très intéressant aussi de regarder le PIB, non pas par habitant, mais par personne d'âge actif. C'est ça qui, en réalité, va dire, in fine, l'ampleur de la mobilisation dans l'emploi et ce que l'on crée. Et là, en fait, on n'est pas si différent que la moyenne de la zone euro. Parce qu'il y a quand même des structures démographiques qui sont très différentes. On a beaucoup plus de jeunes et plus de personnes âgées en France qu'il n'y en a, par exemple, en Italie. Et l'écart s'est plutôt accru. Ce qui fait que quand on le rapporte au nombre d'habitants, on a plus d'habitants qui sont des inactifs de par leur âge. Alors que quand on va comparer en personnes d'âge actif, là, on se rend compte qu'on est à peu près similaire à la zone euro et on n'a pas dérivé. Le vrai déclassement qu'on a, c'est surtout l'Europe par rapport aux États-Unis sur ces dernières années. Mais pas que, parce que quand on regarde le classement, on en a parlé cette semaine, on a quand même l'Italie qui nous passe devant. Mais il y a aussi une démographie qui les avantage aussi dans ce calcul de PIB par habitant aussi. Donc. Frédéric, tu veux... Non, juste parce que c'est vrai qu'en 10 ans, par exemple, l'écart de population entre l'Italie et la France, c'est numérateur, dénominateur, il y avait 6 millions d'écarts, il y en a 10 aujourd'hui. Donc quand vous avez un dénominateur qui
en faveur de D'accord. l'Italie. Alors vous dites c'est presque mécanique. Il y a un aspect aussi mécanique, c'est-à-dire que la démographie en Italie, et je pense notamment en 2019-2020, où on a une chute de quasiment 0,7 ou un truc comme ça sur la démographie assez violente, donc il y a forcément un impact de la démographie là-dessus, un vieillissement de la population qu'on a aussi en Allemagne d'ailleurs, qui joue en défaveur de la France. Qu'on a eu au Japon aussi, donc ça fait gonfler. C'est pour ça que ce chiffre-là, je pense qu'il faut le retravailler, ça a été très bien dit au préalable, il faut le retravailler pour expliquer ce qu'il y a derrière, parce que si on regarde juste le PIB par habitant, si vous avez une population, demain il se passe quoi que ce soit, vous avez 2 fois moins de, je sais pas, avec le Covid par exemple, vous avez une population vieillissante qui malheureusement décède, vous avez ce dénominateur qui diminue, donc forcément le PIB par habitant augmente. Je comprends, mais on nous a dit il ne faut plus regarder le PIB, parce que le PIB globalement, par exemple le Japon, il y a de moins en moins d'habitants, donc le PIB global, il n'augmente pas, mais d'un autre côté, la richesse produite par habitant, elle augmente. Là, on nous dit le PIB par habitant, il ne faut pas le regarder. Qu'est-ce qu'on regarde? En fait, il faut regarder surtout sa soutenabilité, parce que ce qui est important, c'est de regarder la composition du PIB. Or, quand on se rend compte qu'il faut faire de plus en plus de dette publique pour obtenir un petit peu de PIB, c'est là que l'on a un vrai sujet. Et dans les années 2000 à 2019, quand on faisait 1 de PIB, il y avait 1,5 de dette. Depuis 2019, quand on fait 1 de PIB, il y a 2 de dette en face. Et c'est ça qui interroge en réalité la soutenabilité. C'est-à-dire que le multiplicateur est devenu un diviseur. Ouais, est devenu, exactement. C'est beau ça, non? Je peux le garder. Vous le gardez, vous pouvez même le mettre dans les échos. Allez, la question macro, quels sont les pays qui vont tirer la croissance mondiale en 2026? Je me tourne vers vous, parce que, Céline, parce que vous investissez dans à peu près tous les pays. Vous nous avez souvent recommandé d'ailleurs des valeurs chinoises, oui, et souvent des valeurs de pays émergents. Et aujourd'hui, vous regardez évidemment le tableau des croissances potentielles et ça a un impact sur vos choix d'investissement. Et effectivement, c'est la réponse que je voulais apporter à cette question. On a a priori 80% de la croissance mondiale qui devrait venir en 2026 des pays émergents. Sachant que les pays émergents représentent 51% du PIB mondial. Donc, si on s'interroge sur où aller chercher de la croissance, ce qui était la question que vous posiez, Marc, je pense qu'il faut aller regarder du côté des pays émergents. La Chine, c'est 4,6% de croissance du PIB, l'Inde, 7%, l'Indonésie, 5%, le Brésil, à peu près 2%. Et cette croissance, on peut se demander d'où elle vient. Elle vient de plusieurs facteurs, elle est tirée par plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'on a une aspiration vers un niveau de vie dans les pays émergents plus proche du nôtre. Deuxième facteur, c'est que ces pays ont fait un travail important au niveau du nettoyage de leur endettement. Donc la dette sur PIB, alors bien sûr les chiffres, on leur fait dire ce qu'ils veulent, mais c'est quand même 60% globalement pour les pays émergents contre par exemple 123% aux États-Unis. Donc ils ont la capacité de faire de la relance budgétaire et de rendre de l'argent aux citoyens dans ces différents pays. Et puis troisième facteur, c'est qu'on est dans un environnement où on manque de ressources. Et les pays émergents, notamment les pays d'Amérique latine, ont des ressources, des matières premières. Puis je rajouterai un quatrième facteur, on vient d'en parler, Frédéric, c'est la démographie. Tout à fait, voilà. Qui est aussi évidemment très positive. Notamment dans des pays... Denis, qui est-ce qui va nous tirer la croissance mondiale en 2026 ? Alors, il y a quelque chose qu'il faut bien prendre le temps d'expliciter, c'est qu'en fait, on va avoir un chiffre de croissance qui, en Chine, sera un petit peu plus faible en 2026 qu'il ne l'a été en 2025. On a eu 5 en 2025, comme par miracle. Effectivement, nous retenons 4,5, enfin, vous avez dit 4,6, mais il faut bien regarder le rapport entre le poids et la vitesse. C'est-à-dire que la vitesse peut-être ralentir, mais comme le poids de ces économies est de plus en plus important, eh bien cela fait un sillage pour la croissance mondiale qui est plus important. Donc c'est bien ces deux éléments qu'il faut regarder. On peut avoir un ralentissement en Asie, mais qui restera modéré, plutôt modeste, enfin vers 2 dixièmes on va dire, mais le poids est très important et donc ça entraîne effectivement les 2/3 de la croissance viendra de l'Asie. Les États-Unis, c'est 20% du PIB mondial, mais ce sera 10% de la croissance mondiale. La zone euro, 12% du PIB mondial, mais 5% de la croissance. Donc c'est bien ces deux dimensions qu'il faut regarder en même temps, poids et vitesse. Donc tout sur les pays émergents, rien sur l'Europe et peu sur les États-Unis, Valentine, pour la croissance 2026 ? Ce qui est intéressant en tant qu'investisseur, c'est de regarder là où on est surpris à la hausse. Et là où on est surpris à la hausse, sur les pays émergents, il y a des surprises positives sur la croissance, mais sur les pays développés, les grosses surprises positives, c'est sur les États-Unis, où les chiffres de croissance ont été revus significativement à la hausse, avec une croissance à 2,5. Donc les pays émergents
ont une croissance positive, et on voit pour les investisseurs, c'est un endroit où il faut être, surtout avec un dollar plus faible. Mais sur les pays développés, les États-Unis continuent de surprendre positivement. Et les investisseurs continuent de revoir à la hausse les projections de croissance sur les US. Pour moi, il y a 3 gros facteurs qui tiennent. Parce que globalement, ce qu'on peut dire, c'est quand même la croissance mondiale, elle tient. Malgré tous ces risques. Elle glisse quand même. Elle tient, mais elle glisse de 0,2, 0,3 chaque année. On a 3,3. Si on regarde les dernières projections du FMI par rapport aux projections d'octobre. On devrait être en dessous en 2026. Oui, mais non, 3,3 pour 202026. Vous avez ça? Moi, j'avais un peu moins. Mais Nous, on a bien moins. On a bien moins. Sur le FMI, on est sur ces chiffres au-dessus de 3%. Et pour moi, il y a ce qui est important, c'est déjà le soutien budgétaire qui reste qui continue très fort, qui continue de porter l'économie. L'investissement, l'IA, qui se traduit par des montagnes d'investissements, notamment aux États-Unis, et un effet richesse très positif qui tient les économies, et des conditions de financement qui sont très accommodantes dans les pays émergents avec un dollar plus faible. Mais on voit aussi que les conditions de financement pour toutes les entreprises qui ont accès au marché dans les économies développées restent extrêmement bonnes. Et moi, je vois 2 risques sur cette croissance mondiale. C'est les pressions sur les taux longs, parce qu'on a quand même des niveaux de taux réels qui sont élevés pour certains pays ou certains segments. Et on voit que les investisseurs aujourd'hui sont de plus en plus vigilants sur ce risque de dérapage budgétaire et demandent des rendements de plus en plus élevés pour aller acheter la dette des États sur les parties longues. On voit quand même qu'aujourd'hui, malgré les baisses de taux des banques centrales, on a des pressions sur les taux longs. Donc les taux longs, pour moi, c'est un risque. Et l'autre risque, c'est si on a des déceptions sur l'IA. C'est ça, voilà. et si surtout ce que vous disiez tout à l'heure, l'effet richesse se renversait, c'est-à-dire qu'on pourrait... Frédéric, quand vous regardez votre gestion qui est aussi globale, on a renforcé l'émergence aussi. Vous aussi? Oui, tout à fait. On pense qu'il y a un potentiel de rattrapage. Il y a une réalité, par exemple, sur le marché chinois, c'est que là où on accordait une décote d'instabilité politique, quand il y a d'instabilité réglementaire en Chine, on ne peut pas dire que Donald Trump nous ait mis dans une forme de stabilité. Et donc, finalement, cette décote classique qu'on avait de 50%, grosso modo, du marché chinois, aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'être. Donc, en tout cas, il y aura toujours une décote, mais elle a tendance à avoir une forme de convergence. Et la chute qu'on a eue, notamment de grands acteurs de GAFA aux États-Unis, avec la remontée des valorisations des techs chinoises qui sont très présentes dans l'intelligence artificielle et à moindre coût aujourd'hui, ont fait que les multiples vont commencer, alors pas à converger, je ne vais pas dire on va avoir un point de rencontre, mais en tout cas, réduire l'écart, oui, pour nous, c'est une évidence. Ouais. Et justement, on en a beaucoup parlé, je voulais en parler dans le chiffre de la semaine. Il y a eu 2 chiffres, vous parliez de la résilience de l'économie américaine, Valentine, 130 000 créations d'emplois, c'était 2 fois plus que prévu. Et puis en France, un peu, je ne sais pas si c'est une mauvaise surprise parce qu'on s'y attendait, mais 7,9% de chômage, Denis, avec une remontée de 0,2%. Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit qu'on serait au plein emploi à la fin de son 2e mandat. 2 situations très contrastées. D'abord, c'est peut-être technique, mais les chiffres américains sont tout le temps révisés. Donc est-ce qu'on doit avoir confiance dans ces chiffres américains? Et ils n'ont pas été révisés dans une petite ampleur. C'est sur la période 2024-2025, c'est 1 million en moins. Révisé. Donc on peut faire 130 000 en plus, mais après avoir enlevé 1 million, bon. C'est ça, donc on va prendre avec des pincettes. Oui, ça prendre avec de solides pincettes. Mais je pense qu'il y a un point qui est convergent entre les 2 chiffres américains et français, c'est la question de l'emploi des jeunes. C'est-à-dire que le point remarquable sur le taux de chômage en France, c'est la remontée du taux de chômage des jeunes, même s'il faut faire attention à cette statistique qui tient en particulier à la baisse du nombre d'emplois en alternant. Ça concerne quand même principalement les jeunes. Et du côté de l'emploi américain, c'est également l'affaiblissement de l'emploi des jeunes, là pour des raisons qui sont différentes. C'est les entrées sur le marché du travail qui se font plus difficiles, en particulier pour les compétences qui se trouvent remises en question par l'intelligence artificielle. Donc on a quand même 2 questions qui sont différentes, mais qui aboutissent au même résultat, une entrée de carrière qui se trouve plus difficile. Et dans le cas également des chiffres américains, un point que je trouve assez remarquable qui va renvoyer à la politique migratoire fondamentale des États-Unis, c'est que quand vous regardez l'emploi des personnes qui sont nées aux États-Unis, il est strictement le même qu'à la fin 2019. Il n'y a eu aucune progression de l'emploi des personnes nées aux États-Unis pendant ces 6 années. Alors que tout ce qui a fait la job machine américaine, c'est l'emploi des personnes qui ne sont pas nées aux États-Unis. Et ce que vous disiez est très intéressant, parce que si on regarde bien les chiffres pour une fois,
Non, parce que d'habitude, ce que vous écrivez est bien, puis ce que vous dites est moins bien. Mais si on regarde les chiffres par rapport à ce qu'on disait, c'est-à-dire l'impact que vous avez décrit de l'IA sur les entrées des diplômés dans le monde du travail, on voit que les 130 000 créations d'emplois ont été quasiment sur des jobs de service à la santé, avec des jobs d'infirmiers et d'infirmières. Et j'en parlais avec Laure Closier, je lui disais que dans le Wall Street Journal, ils expliquaient que maintenant, les cliniques privées et les centres de santé privés étaient obligés de faire des welcome bonus de plus de $100 000 pour juste attirer du personnel soignant. Donc ça veut dire que l'IA est en train de redéfinir aussi la structure de l'emploi. Oui, tout à fait. On a une recomposition de l'emploi qui est très forte et qui est aussi une tendance très longue. Par exemple, en France, ça renvoie aussi à des dispositifs politiques, mais en France, quand vous regardez la structure de l'emploi, elle s'est déformée vers les emplois faiblement rémunérés. En fait, quand on parle de smicardisation de l'économie, c'est pas parce que les salaires augmentent peu, c'est parce que la structure de l'emploi... Il y a de plus en plus de gens qui se trouvent dans les secteurs qui rémunèrent le moins. Mais justement, dans ces secteurs qui rémunèrent le moins, on a l'impression, et ça c'est un peu votre dada, de nous dire que l'inflation peut être plus longtemps plus élevée qu'on ne le pense, Valentine. On voit aussi que justement ces emplois qui étaient des emplois low cost, compte tenu de l'arrêt de l'immigration, compte tenu de l'IA, et donc c'est des emplois qui ne sont pas remplaçables pour l'instant par des robots, on voit que ces emplois ont des salaires qui remontent de plus en plus. Alors on a des légères, mais globalement on n'a quand même pas de pression sur les salaires très fortes aux États-Unis. Et moi ce que je traduirais... Alors on n'a pas de pression parce qu'il y a une sorte de vase communicant. Vase communicant, mais c'est quand même des segments assez précis. Et moi globalement ce que je retiens de ces chiffres, c'est il y a la Fed qui dit que le marché de l'emploi s'est stabilisé, mais on est pour moi sur de la croissance sans emploi. C'est la seule, pour moi, la conclusion que je retiendrai. Et si on regarde sur l'année... Pourquoi ? Parce que si on regarde les chiffres, sur l'année 2025, c'est la plus faible création d'emplois qu'on a depuis l'année 2003, si on retire les années où on est en récession. Aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Et comme on vient de le dire, c'est juste des créations d'emplois sur les secteurs de services à la santé. Et si on regarde sur l'ensemble de l'économie américaine, tous les autres secteurs, il y a énormément de secteurs qui perdent des emplois. Donc pour moi, la question vraiment qui se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va voir cette valeur ajoutée de l'économie, où est-ce qu'elle va aller, parce que jusqu'à présent, si on regarde depuis les années 80, il y a eu un transfert de richesse du travail vers le capital. Ça s'est accentué avec les entreprises de l'IA, où on voit que qu'est-ce qu'a apporté l'IA dans l'économie américaine, c'est essentiellement une appréciation des actions. Les grandes entreprises de la tech embauchent peu, et là, avec l'IA, pour moi, la question qui se pose, mais comment est-ce que ce partage de la valeur ajoutée va se faire aux États-Unis ? Et ça, c'est un gros sujet pour l'économie. Pour l'économie budgétaire, pour l'économie monétaire. C'est un gros sujet pour les valorisations, parce que justement, je recite, le Wall Street Journal a sorti une étude incroyable sur la capitalisation des entreprises par rapport au nombre d'employés, mais c'est fascinant. Ils expliquaient que IBM en 85 avait 400 000 employés, aujourd'hui, donc c'était la première capitalisation de l'époque, Nvidia, première capitalisation de l'époque, 10 fois plus de bénéfices, 5 fois plus de chiffre d'affaires, et 10 fois moins de gens. Donc pour vous, gérant, c'est une aubaine, parce que ça veut dire meilleure productivité. C'est pour ça qu'on arrive aussi sur des sommets de marge pour les entreprises. Globalement, des sommets qui peuvent encore progresser, parce que si on continue à faire du no-hiring... Sans les gains de productivité liés à l'IA en plus. Oui, c'est ça. Qui ne fait qu'arriver. Exactement. Donc, et on voit malheureusement beaucoup d'entreprises aujourd'hui, notamment dans le secteur des SS2I et autres, qui sont en train de préparer des vagues de licenciements. En tout cas, qui n'embauchent plus déjà. Oui, déjà, mais là, on est parti pour une vraie vague, à mon avis. Céline ? Mais après, la question qui va se poser, c'est à qui on vend tout ça ? Exactement. Et qui consomme ? Oui, c'est ça, oui. On a des robots qui vendent à des robots, peut-être pas complètement. Donc il y a un problème de fond. Exactement. Auquel on va être confronté, parce que pour l'instant, on a vu que le côté positif. On imagine l'impact sur la productivité qui, pour l'instant, n'a pas eu lieu, parce que la productivité aux États-Unis, elle est restée en ligne avec la moyenne sur les 10 dernières années. Oui, elle augmente. Elle est sur la ligne, 2% par an. On est en ligne avec la tendance longue. Récemment, on était plutôt autour de 3-4% les dernières. Sur la tendance longue. Mais par contre, on n'a pas du tout chiffré l'impact de ce ralentissement de l'emploi sur la consommation et sur l'économie. Et pour rebondir sur ce que disait Valentine tout à l'heure, il y a un risque qu'on n'a pas non plus complètement intégré, c'est le risque de baisse du marché américain. 20% de baisse du marché américain action, c'est 1,7% de PIB en moins aux États-Unis. Donc il y a des choses qu'on n'a pas voulu intégrer. Et le dernier mot, le PDG d'Anthropic, qui a parlé, je crois, il y a
la semaine dernière, qui disait que l'IA, c'est potentiellement 50% des nouveaux emplois dans les cols blancs qui sont détruits. C'est énorme. Et 30 à 40% du stock d'emplois existants. On va y revenir, parce que je voudrais qu'on revienne sur ce point-là qui est très intéressant dans la deuxième partie, avant de parler des marchés. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. C'est votre argent ou ce qu'il en reste avec Denis Ferrand, avec Céline Picmal, avec Frédéric Rosier, avec Valentine Hénouz. Intéressant ce que disait Céline, j'adore cette idée, mais derrière, qui est-ce qui va consommer, Denis? Parce que c'est vrai que pour l'instant, on voit que le bon côté, les entreprises sont plus productives, elles embauchent moins, les jeunes n'ont pas de boulot, c'est pas une bonne nouvelle, mais d'un autre côté, ça veut dire que les marges, comme disait Frédéric, des entreprises augmentent. Mais à la fin, qui va consommer? C'est vrai qu'on a l'impression un peu que le thème de la croissance en K, qui était aussi le thème qui a beaucoup monté l'année dernière, mais il a probablement encore de beaux jours devant lui, ce thème-là. Cette idée que... mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire le K, c'est même pas... Le K a une pente absolument incroyable. Mais en même temps, on retrouve des choses qui avaient déjà été très bien exprimées. C'était dans les années 90. C'était Robert Reich, qui était le ministre du Travail de Bill Clinton, à l'époque, qui, quand il décrivait l'économie mondialisée, distinguait 3 catégories de population en emploi. Il y avait ce que l'on appelle les manipulateurs de symboles. C'est eux les grands gagnants, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent les codes, ceux qui sont capables de les restituer, qui vont drainer une quantité de capitaux de plus en plus important. Et puis à côté de ça, vous avez ceux qui sont au service des manipulateurs de symboles, et puis après vous aviez le personnel d'exécution. Le personnel d'exécution, c'est celui qui se fait rincer. Le manipulateur de symboles accumule de plus en plus, et puis on va développer des emplois au service des mais j'ai envie de pousser votre raisonnement plus loin. La deuxième catégorie, ceux qui sont au service des manipulateurs, les manipulateurs, ils en ont besoin de moins en moins. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'on va arriver à des startups où il va y avoir qu'un fondateur et des startups qui seront valorisées plusieurs milliards. Qui va Non, mais c'est une bonne question. Qui va consommer à la fin? Qui va consommer? Il y a encore c'est là qu'on revient sur notre thème de la première partie de l'émission. C'est-à-dire que vous avez encore des espaces où il y a du potentiel de consommation. Et donc, vous allez avoir une réattribution géographique de la consommation qui va se faire à destination des pays qui sont pour l'instant qui n'ont pas encore le niveau de vie que l'on a. Donc, il y a encore de la marge là-dessus. Donc, et est-ce qu'il n'y a pas de la marge aussi sur la revalorisation des salaires, des jobs qui étaient low cost et qui ne sont pas remplaçables par l'IA? Oui, probablement. Oui. Et c'est vrai que vous voyez tout fleurir tous ces messages. Ne faites plus d'études, par exemple. Devenez, tu seras plombier, mon fils, et des choses comme ça. Où effectivement. Mais est-ce que c'est absurde de dire ça? Non, c'est pas absurde. Non, c'est pas absurde. Faites des études. Il y a sûrement des adolescents qui nous écoutent. Faites des études. Valentine, vos fils nous écoutent. Est-ce que vous leur dites arrêtez de faire des études? Non, certainement pas. Faites des études, ça construit le cerveau. Et devenez plombier. Quoi que vous fassiez après, faites des études, ça construit le cerveau et après vous choisirez. Pas le choix. D'accord. Qui va consommer? Qui va consommer? Déjà, c'est ceux qui détiennent les actifs. Parce que qui va être riche dans cette histoire, qui va bénéficier, c'est ceux qui détiennent les actifs, qui vont bénéficier de ces hausses de marge et d'une hausse de la valorisation des actifs. Et on voit aujourd'hui qu'aux États-Unis, il y a 10% de la population... Le fameux cas Voilà, le fameux cas, qu'ont 85% des actions détenues par les ménages américains, et ces 10% font 50% de la consommation des ménages américains. Donc qui va consommer? Ceux qui ont les actifs, quoi. Et il va falloir que la valeur des actifs continue à progresser. C'est ça le sujet. Et donc ça fait une économie quand même, aujourd'hui pour moi, si on prend par exemple l'économie américaine, qui est très inégalitaire, mais qui est aussi très à risque, parce que c'est vraiment un pari aujourd'hui qui est fait sur l'IA, sur le fait que ces investissements soient rentables, et qui reposent vraiment sur de l'effet richesse. Je ne sais pas si vous avez vu, Denis, aux États-Unis cette semaine, le pouvoir d'achat des couples et ménages à fort revenu a commencé à décrocher. Et c'était la première fois parce que jusqu'à présent, on était dans le cas que vous décriviez. Et donc, une partie de cette barre haute du cas est en train de baisser un peu quand même. Ouais. Donc, c'est même plus un cas, c'est-à-dire il y a 3 barres. Il y a une barre qui tombe, il y a une barre qui va très très haut. Et puis, il y a une barre qui est un peu vagissante. Et tout dépend effectivement de l'équilibre qu'il y aura entre le capital et le travail. Et effectivement, on en parlait avec les valorisations très, très importantes qui se font. Céline, vous avez la réponse à votre question. Et effectivement, c'est un peu la revanche pour moi des soutiers.
Ouais. C'est la revanche de ceux qui étaient en bas, Absolument. même d'un point de vue géographique, on le disait à l'instant, les pays émergents. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui détiennent les ressources dont on a besoin. Parce que dans le robot, il faut des matériaux, et pour alimenter le robot, il faut de l'énergie. Et il y a des pays qui ont ce savoir-faire et qui ont ces matériaux dont on a besoin. Et c'est pour ça que d'un point de vue géopolitique, on assiste à une bataille aujourd'hui incroyable autour de métaux, de matériaux, Et de l'énergie. des choses et de l'énergie, pétrole encore. des choses qui étaient impensables il y a quelques années. Justement, Voilà. on nous disait, une émission précédente, des intervenants disaient que justement, dans cette course à l'énergie, la France est quand même bien placée. Oui, elle est bien placée parce qu'elle a un capital qui remonte à il y a une quarantaine d'années. Ouais. C'est-à-dire que oui, on a une rente, mais une rente, ça s'entretient. Et c'est donc tout l'enjeu. Désormais, d'ailleurs, nous sommes le jour où sort la PPE, la planification de la programmation énergétique. Et c'est bien d'avoir cet avantage-là. Mais encore faut-il le consolider. Allez, on passe tout de suite au marché parce que c'est incroyable ce qui se passe. Alors derrière les indices, on voit qu'ils ont un peu baissé depuis le début de l'année. On voit que le CAC résiste bien. On va expliquer pourquoi par rapport à des Nasdaq qui baissent. On voit la performance spectaculaire du Nikkei depuis le début de l'année. Donc chaque semaine ou presque, chaque jour, j'ai envie de dire, Frédéric, il y a, on a l'impression que les investisseurs se réveillent le matin en se disant quel est le secteur que je vais flinguer aujourd'hui parce que je considère qu'il va mourir à cause de l'IA. Je caricature, mais c'est Non, pas mais loin d'être ça. on est fébrile tous les matins en ouvrant notre écran en savoir est-ce que je vais avoir celle qui va perdre 10% dans la journée, Voire 15, voire 15, voire 20. Donc c'est vrai qu'il y a une fébrilité là-dessus parce que l'impact notamment d'Anthropic a déstructuré le marché. Et le Nasdaq, on va dire, qui a eu un phénomène incroyable de divergence de performance. On a les semi-conducteurs, parce que on est dans la phase d'accélération des capex. Hein. C'est hallucinant. des dépenses en capital. Voilà, il n'y a plus de chiffres aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est le problème, c'est que les entreprises aujourd'hui deviennent en free cash flow négatif. Pourquoi ? Parce que les capex sont supérieurs à leurs revenus. Ça devient fou. Hein. C'est-à-dire que même une entreprise comme Meta, aujourd'hui, dans le plan d'investissement, c'est quasiment 1000 milliards. C'est-à-dire l'équivalent rien que sur une entreprise de l'investissement de l'Allemagne. On ne se rend pas compte des Non, on ne se rend pas compte parce qu'à force de manier les milliers de milliards de dollars tous les jours, on est un peu blasé, quoi. Mais et Amazon, c'est aussi sur les 4 prochaines années 200 milliards. Donc là, on a deux entreprises, c'est 2000 milliards. Vous rajoutez Microsoft et autres, c'est quasiment le PIB de la France. Donc on est vraiment sur des choses absolument hallucinantes. Et les perdants dans tout ça, c'est les victimes, bien sûr, de ces investissements, c'est-à-dire celles qui ont été victimes de l'IA. Par contre, les gagnants, pour l'instant, tant qu'on ne dit pas on arrête la musique... C'est les pelles et les pioches. C'est pour ça que vous avez fait une super performance, notamment dans votre portefeuille avec Micron. Et Micron et Intel, pourquoi ? Parce que le postulat de départ était de dire Nvidia, le gâteau est tellement grand, tellement important, et on n'a pas besoin d'avoir des GPU, des cartes graphiques hyper puissantes pour tout. Ça va se répandre. Il y aura une espèce de ruissellement sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est exactement ce qui s'opère. Sauf que, bien sûr, on embarque des passagers clandestins dans tout ce mouvement. Et ce mouvement a été fait sur une chose, c'est la valorisation théorique de ChatGPT. On l'a entamé sur la valorisation théorique d'une entreprise à 1000 milliards de dollars qui, aujourd'hui, s'est engagée dans un plan d'investissement de 350 milliards. Donc c'est pour ça que toutes les chaînes de production sont accélérées derrière, sur de l'argent qu'elle n'a pas et qu'elle n'aura peut-être jamais. Ouais. Donc la fragilité, elle est là aujourd'hui. Donc vous dites qu'il y a quand même, c'est un peu un château de cartes. Hein. Je pense que le tournant, ça va être effectivement si ChatGPT arrive sur le marché. Et Anthropic aussi. Hein. Et Anthropic qui a fait sa levée de fonds déjà. C'est quand ça va commencer à bloquer là-dessus sur ChatGPT qui est concurrencé aujourd'hui, qui est même un petit peu largué par rapport aux concurrents, alors qu'elle s'est engagée sur 350 milliards d'investissements. Qui va les honorer, ces contrats ? Céline, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Vous pouvez nous décrire un peu ce qui s'est passé depuis 2 semaines, parce que chaque jour on a eu un secteur qui a sauté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment les investisseurs peuvent décréter ? Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce qu'ils exagèrent ? Que voilà, je sais pas, le système du traitement de la donnée financière c'est mort, le système du traitement du juridique c'est mort. Ben c'est ça. Hein. On a eu quand même des baisses de sociétés de 15 à 20% dans ces secteurs-là. L'éditeur de logiciels c'est mort. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est exagéré ? Mais non. On était d'abord dans une sidération et maintenant on est en train de réaliser les conséquences du nouveau monde dans lequel on est en train d'entrer. Donc c'est pas exagéré. Et ça me rappelle beaucoup quand même ce qui s'est passé en 2000. On l'a répété à plusieurs reprises, mais en 2000, on est passé à l'Internet
Ça fait partie de nos vies aujourd'hui. Mais pour autant, il y a eu un crack sur le Nasdaq en 2000, avec Cisco et Intel et tous les autres qui sont partis à la cave. Ça n'a pas empêché le monde de continuer à tourner, ça n'a pas empêché les autres valeurs du SP500 de progresser. Si vous regardez les autres valeurs que la tech en 2000-2001, ces valeurs-là, elles progressent. La bourse de Shanghai, elle fait plus 17% pendant ce temps-là, et le Nasdaq, moins 60%. Et ce qui est intéressant comme message, et c'est ce que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que cette rotation... J'ai peur du message parce que c'est le week-end pour les gens. Ils vont parce que, non, la rotation, non, justement, c'est pour leur donner de l'espoir parce qu'on se souvient de ce crack, mais on se rappelle pas du fait que pendant ce temps-là, il y avait des valeurs qui s'étaient bien comportées et que la rotation, elle a perduré. Parce que le Nasdaq, entre 2000 et 2008, il fait rien. Mais ça n'empêche pas pendant ce temps-là les marchés émergents, la bourse de Shanghai, les sociétés en dehors de ces valeurs technologiques de progresser. Donc vous nous dites sortez de la tech américaine et allez sur le reste. N'essayez pas de faire des paris. Okay. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, des sociétés comme Kodak, des sociétés comme Canon, des sociétés comme AOL, Yahoo. Voilà, il y a eu des sociétés qui ont disparu alors qu'elles étaient en tête de gondole il y a 10, 20 ans ou 30 ans. Donc n'essayez pas de jouer en anticipant le gagnant parce qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui, personne ne sait. Mais par contre, allez vers des sociétés dont vous savez qu'elles vont profiter de ce nouvel environnement, notamment, on le disait tout à l'heure, les pelles, les pioches, le secteur de l'énergie, le secteur des matériaux, on en aura besoin. Allez, on passe tout de suite justement. Alors vous faites la transition avec le placement de la semaine. Alors je me tourne vers vous, vous allez nous dire l'or. Je suis sûr. Céline. Je sais pas pourquoi, j'ai le feeling que... Non mais effectivement, non mais je reste convaincue qu'on est quand même dans un environnement compliqué, dans lequel il faut aller chercher des protections, parce qu'on ne sait pas trop où on va. Donc, il faut savoir si les protections marchent. La protection, alors l'or a eu une secousse au cours des dernières semaines, mais on est à mon sens toujours dans une dynamique positive. Donc on continue sur l'or. Parce qu'il n'y a que 25% des banques centrales qui ont de l'or, 25% des réserves qui sont en or. On était à 70% en 1980, donc ça peut continuer. Deuxième chose, d'un point de vue sectoriel, allez regarder ce qui se passe du côté de l'énergie et des matériaux. 4% du SP500, c'est très bas, c'était 20% il y a 15 ans. Et c'est là qu'on va aller chercher des pelles et des pioches. Et puis, d'un point de vue géographique, on en a parlé à plusieurs reprises, mais les émergents restent une partie du marché totalement sous-valorisée, 2 fois moins cher que le reste du marché. Personne n'en a. Il y a des sociétés incroyables qui sont cotées dans les pays émergents. Il y a de la croissance qui surprend à la hausse dans ces pays-là. Ils sont bien positionnés dans le monde actuel. Donc, ça me semble intéressant. Je vais reprendre votre argument de Nasdaq de l'époque. Quand ça s'est écroulé, ça a quand même tout emporté. Après, on a pu faire le tri et reprendre des choses, mais tout a baissé quand même. La bourse de Shanghai, entre 2000 et 2001, elle progresse. 17%. Denis. Juste un petit mot. Alors, attends que les économistes se mêlent de bourse, c'est nouveau ça. Céline n'a pas besoin d'un coup de main pour venir à son secours sur l'or, mais un autre élément qui est assez étonnant, c'est de voir que même les stablecoins, Tether par exemple, achètent de l'or. Et mettre de l'or en actif. C'est quand même assez surprenant. Donc, c'est pas seulement qu'une affaire de banque centrale, effectivement. Non, et ça va même plus loin parce que les gens qui spilaient sur le Bitcoin spilent maintenant sur l'or et c'est les mêmes. Ouais. C'est-à-dire les Gen Z qui nous disaient l'or, c'est le truc des boomers. Maintenant, ils sont en train de venir nous piquer notre truc. C'est pas rassurant parce que vu les margin calls qu'on a eu sur le Bitcoin, où il y a 3 millions de comptes qui ont été fermés aux États-Unis parce qu'il y a eu des appels de marge. 3 millions de comptes. Ouais. Bah oui, ça c'est mortel. En gros, aujourd'hui, il y a moins de 5% des investisseurs de Bitcoin qui gagnent de l'argent, parce que la réalité, c'est que la masse est venue après. Donc, énormément, ça, c'est l'effet richesse négatif, parce que vous vous souvenez, sur l'emploi, ça a eu un impact. L'enrichissement des ménages américains, avec le fait que des gens gagnaient de l'argent sur les Bitcoins, ça avait quand même pesé. Donc, attention à ça, parce que là pour le compte, ça va les remettre au travail. Et sur le secteur... Frédéric, c'est quoi, vous, le placement, les placements que vous recommandez ? Honnêtement, l'énergie, je répète, c'est vraiment une thématique, je ne vois pas comment on peut faire de l'IA sans énergie. D'accord, alors je peux vous arrêter parce que je voulais le dire à Céline aussi, dans l'énergie, il y a le pétrole. Nucléaire. Mais le pétrole, pour l'instant, il se peut qu'on se retrouve à 40 ou 50 $, ce ne serait pas exclu. Donc, je veux dire, les pétrolières, elles vont en prendre un coup quand même. Donc, quand vous dites l'énergie... Non, les nucléaires, moi je parle vraiment des investissements. C'est qu'aux États-Unis, il n'y a aucune centrale, je veux l'être, il n'y a aucune centrale qui a été construite depuis 40 ans aux États-Unis. C'est ça la réalité. Et on a l'agence de l'énergie aux États-Unis a rappelé que le risque de blackout augmenté, c'est-à-dire on arrête tout et que d'ici 5 ans, ce risque va être tellement important qu'on anticipe quasiment 80 jours de blackout aux États-Unis. Donc
tant qu'on n'a pas réglé ce problème et tant qu'Elon Musk n'envoie pas ses data investir dans des bougies. Non, mais je pense que, et d'ailleurs c'est la discussion qu'a Trump aussi sur comment on tarifie tout ça et quelle va être la part d'investissement dans le nucléaire, mais je pense que toute la filière du nucléaire aux États-Unis, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Et à part le nucléaire, donc est-ce que vous avez d'autres tuyaux pour les placements alors, je suis très terre à terre, je pense qu'on va avoir un petit choc de nos marchés et donc je viens dans du très, très classique. Food et beverage, voilà. Alimentation, boisson, du truc très classique. C'est sous pression, hein, là, quand on a vu Heineken qui s'est pris une énorme c'est sous pression taux, aussi, parce qu'on a vécu aussi moi j'en parlerai tout à l'heure, sous pression aussi des droits de douane, des choses comme ça qui ont mis la pression, mais en relatif, je pense que ça peut tenir. Top ou flop de la semaine pour vous, Valentine? Top, hein, c'est l'émission de Alphabet sur 100 ans, hein, dans cette grande fête. Ça rappelle quand même très fort la bulle Internet. Exactement. Donc 100 ans, hein, ils ont émis 1 milliard en sterling. Après, on se demande qui achète. Alors, qui achète? C'est les fonds de pension, les compagnies d'assurance. Parce qu'il y a quand même une sensibilité auto là qui est quand même très forte. Donc, non, dites pas ça. Un peu. Mais ce qu'il faut, juste un mot, j'en profite sur les marchés du crédit. Les entreprises de la tech émettent énormément et il y a une demande qui est très très forte des investisseurs. Donc, même si les spreads sur les noms de la tech s'écartent un peu, il y a une demande aujourd'hui qui est très forte des investisseurs. Et alors, juste, puisque j'ai une spécialiste des taux, on a eu quand même l'émission des Françaises à 20 ans, et je crois qu'ils ont levé 8 milliards, et il y a eu une demande pour 135 milliards. Mais c'est complètement dingue, quoi. Je sais pas, on est en faillite, là, et les gens achètent... On n'est pas en faillite. On n'est pas en faillite. On gère mal notre budget, mais on a des fondamentaux qui restent corrects. On est loin de la faillite. Allez, Frédéric, il y a plein de flops sur la bourse ces derniers temps, mais Dassault Systèmes est le gros flop, 21% de baisse sur la publication, une valeur de croissance qui n'a pas de croissance, ça se voit tout de suite. C'était un chouchou absolu, il était dans tous les portefeuilles. Tous les fonds de croissance en avaient. Tout le monde en avait. Alors il y a un aspect conjoncturel, il y a Medidata sur la santé, il y a tout ça, il y a l'IA qui vient casser là-dessus. Donc voilà, quand vous avez une entreprise qui, avec des multiples élevés, annonce 3 à 5% de croissance, ça passe plus. Il y a ce qu'on appelle un re-rating. Un re-rating, ça devient, c'est problématique parce que c'était vraiment la valeur star de la croissance en France. Top ou flop, Céline? C'est top. Sanae Taikishi, bien sûr. La nouvelle première ministre au Japon. C'est une femme à la tête de la 4e puissance mondiale, parce que le Japon reste quand même important dans le monde. Et ce qui est important pour nous, investisseurs, c'est que les Japonais, ils ont 7,6 trillions de dollars investis en dehors du Japon, les 2 tiers aux États-Unis. Si jamais ils avaient l'idée de rapatrier cet argent au Japon, ça pourrait avoir un impact très fort sur le yen. Et il le ferait parce que les taux d'intérêt au Japon ont beaucoup monté. On est à 2,2% sur le 10 ans au Japon. On a de la croissance, on a de l'inflation et on a un nouveau vent qui souffle depuis 2020 très clairement au Japon. Oui, mais la dette japonaise baisse. 250% du PIB il y a 4 ans. On est passé à 210. Donc on est un des seuls pays au monde où on baisse. Oui, mais là, avec ce qu'elle est en train d'annoncer, ça va repartir à la hausse. Pour l'instant, non, parce que si vous avez plus de croissance, encore une fois, c'est l'histoire du nominateur-dénominateur. C'est favorable, mais à mon avis, c'est quelque chose dont on reparlera. Le Nikkei est à plus 14% cette année, ça peut continuer. Denis, top ou flop? Flop, puis un grand flop quand même. Trump, pour la triple mandale qu'il a pris, entre la Chambre des représentants, qui invalide ses droits de douane pour le Canada, le CBO, le Congressional Budget Office, qui explique que 2000 milliards de dollars, ce seront les charges d'intérêt annuelles sur la dette américaine. Et troisième claque, c'est la Fed de New York, qui dit que 90%, qui confirme que 90% du choc des droits de douane est pris par les Américains, les importateurs, les distributeurs et, in fine, on y revient, les consommateurs. Allez, on passe au top 3. Alors, en numéro 1, on a Sébastien Corchia. En numéro 2, bravo Céline, vous êtes toujours sur le podium. Léa Dunant-Châtelet en 3. Et vous êtes tout au pied du podium, Frédéric. Il va falloir remonter, non? Oui, j'ai subi un peu sur les valeurs tech. Mais vous êtes juste, vraiment, juste en dessous. Justement, allez, je vais vous faire une petite musique qui fait peur pour vous, tiens. On va regarder votre portefeuille ensemble. Vous allez nous dire ce qu'on fait, ce qu'on garde et ce qu'on vend. On a du Prosus. On garde. On a du Schneider. On garde. On a du McDonald's. On garde. On a du Alphabet.
On garde. On a du Micron. On garde ça Celle-là, on encore? va la garder quand même. Ah ouais. Il y a une pénurie. Elle a fait combien l'année dernière, rappelez-moi? Ça doit être 150%, je crois, un truc comme ça. Et on est à 45 depuis le début de l'année. Oui, mais on est en pénurie de. Voilà, j'ai hésité à la sortir honnêtement, mais on va laisser le train. Vous avez du Intel, évidemment. Ça, je sors. Je sors. Ah oui? Oui, Pourquoi? alors même. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, justement. Oui, je pense qu'à un moment donné, ça va bloquer, même si Intel arrive sur le monde du GPU et tout ça. Voilà, je pense qu'on a gagné plus d'une centaine de pourcents, 150, je sais même des. Absolument. Voilà, donc. PDD, Je garde, Medtronic, je garde. Becton, Dickinson Co, Ça, c'est je quoi? Ça, Rappelez-nous. on est dans le secteur de la santé, des équipements D'accord. de santé. Qu'est-ce qu'on achète, Frédéric? Alors, on va être dans les boissons. Il y a une petite bière que vous connaissez qui s'appelle Corona. C'est une société qui s'appelle Constellation Brand. Ils ont du vin aussi. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on dit, Heineken nous dit, plus personne ne consomme de bière. Oui, donc- mais je suis pragmatique. Vous savez qu'il y a un événement cet été aux États-Unis et au Mexique. D'accord. C'est Donc, la Coupe du Monde. Ok. Et dans nos métiers, on est un peu binaire. Voilà. Et quand il y a un événement comme ça, on se dit que les gens vont y aller sérieusement sur la bière. Ouais. Et donc, c'est un titre qui a énormément décoté, qui a à peu près 15% de toute sa valorisation historique en multiples. Il y a un changement, d'ailleurs, aujourd'hui. On vient d'apprendre un changement à la tête Vendredi. de la boîte. Donc, on va y aller pour la décote et pour l'effet un peu Coupe du Monde qu'on pourrait avoir. Ah, c'est marrant ça. Allez, et on notre passe tout valeur, de- pardon. J'ai aussi Ouais, une autre pardon. valeur. Ah, d'accord. Voilà, dans le secteur de Prenez la votre temps, santé. on a 2 heures. Qui s'appelle Replimune, qui est un spécialiste. Alors, je la conseille pas parce que c'est très dangereux. C'est une biotech qui passe devant la FDA. Ah non, mais si vous en parlez, c'est que vous la conseillez. Oui, voilà. En tout cas, soyez prudents. C'est une société qui est spécialisée dans le mélanome, qui a un médicament qui va passer devant la FDA, donc ça passe ou ça casse. Le mélanome, c'est un cancer qui est extrêmement important. Et répandu. Et donc, voilà, cette valeur aujourd'hui va peut-être proposer un médicament qui va répondre à beaucoup de problématiques sur ce sujet. C'est bien noté. Céline, si vous voulez rester sur le podium, vous allez nous dire ce qu'on fait de votre portefeuille. Donc, vous l'avez devant vous, vous avez du Barrick, On garde, vous avez du Michelin, on garde, vous avez du AIA, on garde, on a du Total Energy. on garde. Ouais. On n'a pas reparlé d'énergie, mais je pense que... Le pétrole, non, ça vous fait pas Le peur? pétrole, ça me fait pas peur, non. Ok. Newmont, On garde, Midea, on garde, Tencent, on vend. C'est une société qui a très bien fait l'année dernière en Chine, sur laquelle on prend des profits. on a du Itaú Unibanco. On garde, C'est brésilien. Hein. ouais, tout à fait. Vous avez du Proya Cosmetics. Ça, on sort aussi. C'est une société chinoise qui a du mal à renouveler ses nouveaux produits dans les cosmétiques, donc on la vend, Et on a du Trip.com. on garde. D'accord. Et alors, Qu'est-ce on- qu'on achète alors? Voilà, donc je propose qu'on achète 2 valeurs. Une valeur au Japon, puisqu'on en parlait tout à l'heure, une valeur domestique japonaise qui s'appelle Sugi Holdings. C'est la principale chaîne de pharmacie au Japon. L'intérêt, c'est qu'avec la hausse des taux, la hausse des salaires, Ils on ont a mal à la une tête. consolidation du marché des pharmacies, comme du marché de la distribution au Japon. Et c'est un des acteurs qui en profite. Et une autre valeur que je voulais faire rentrer également en portefeuille, qui est B3, toujours donc dans les pays émergents, au Brésil, pour compléter Itaú. Là, c'est tout simplement la bourse brésilienne. Donc, à chaque fois que vous voulez faire une IPO, acheter C'est quoi? une valeur, C'est vous passez l'équivalent par d'Euronext? B3. Tout à fait. Voilà. Ah, d'accord. Et Donc ça nous semble très intéressant. Et là, ça, c'est une société brésilienne qui nous permet aussi, également de profiter du fait qu'il n'y a que 2% des Brésiliens qui investissent en bourse contre 15% en Chine et même 11% en Inde. Et alors, juste, quand vous faites ces investissements, c'est intéressant, vous tenez compte, j'imagine, du risque politique. Oui. Et aujourd'hui, vous considérez que le risque politique dans les pays émergents, il est pas... Évidemment, on ne peut pas généraliser, il y a autant de situations que de pays, mais vous l'intégrez, j'imagine. Tout à fait. Et effectivement, c'est ce que soulignait tout à l'heure Frédéric, on a aujourd'hui un environnement qui est très différent, une perception du risque qui est différente, puisqu'on a en face de nous une Amérique qui a l'air un peu perdue. Et donc, paradoxalement, la Chine tient son cap et le La marché... Chine tient son cap. Voilà, mais au moins ils ne bougent pas. Ils n'ont pas trop le choix. bougé, Ils n'ont voilà. pas trop le choix. Mais au moins ils ne bougent pas Ouais. et on sait à C'est quoi ça ou la s'attendre. prison, donc. On sait à quoi s'attendre et c'est déjà pris en compte par les investisseurs. Et sur le Brésil, effectivement, on va avoir des élections qui arrivent, mais là aussi, l'inflation est sous contrôle et on a plutôt des perspectives de baisse de taux, puisque les taux courts au Brésil sont à 15%, avec une inflation. Et ça a autour de commencé, 4. hein, on a un Donc, mouvement de on est baisse en des taux train- dans tous les pays émergents qui a Donc, commencé à se mettre en donc ça, place. c'est une dynamique favorable. Et si vous avez en général des baisses du dollar, c'est favorable également c'est pour les favorable pays émergents. Pourquoi c'est favorable? Parce qu'effectivement, ils ont des matières premières qui vont, Pouvoir, ils vont avoir une meilleure
acceptation, une meilleure facilité à dépenser, Bien sûr. avec une plus grande force d'achat que par Et le puis passé. ils ont une partie de leur Voilà. dette qui est libellée en dollars, Voilà, et donc la c'est baisse ça. du dollar, Voilà. ça pèse Voilà. aussi le Donc, poids de la dette. Une dynamique qui leur est favorable. Vous êtes d'accord avec ça, Denis ? Ouais, parfaitement. C'est très C'est bien vrai. résumé de votre part. C'est les très bons arguments économiques. Bon, c'était un bon plateau de médaillés qui a tenu son rang. Allez, merci de nous avoir suivis, merci à nos médaillés. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont on vient de m'indiquer qu'elle sera exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir et nous réécouter en replay, en podcast. Il faut qu'on batte un record là. Donc le record est à 228 000. On va essayer de le battre le mois prochain. C'est votre argent sur BFM Business.